Mesdames, Messieurs, je vais donc vous inviter les unes et les autres à retrouver vos places. Le précédent forum a bien préparé le terrain, je crois, de cette thématique bien vieillir chez soi, une prise en charge qui reposera chaque jour davantage sur les communes. Il sera bien difficile dans ce forum de faire comme si la proposition de loi sur le bien vieillir n'était pas examinée au Parlement en ce moment, et c'est d'autant plus que vous me faites l'honneur, Aurore Berger, je suis désolé de vous tourner le dos, mais c'est la configuration de la salle qu'il veut, je vais essayer de trouver une autre place comme ça, voilà. Je veux dire, ouais, elle peut, enfin bon, bref. Donc voilà, il y a une scénographie à imaginer, mais c'est pas mal. Donc, Madame la Ministre, merci d'être avec nous, Ministre des Solidarités et des Familles, et vous répondrez à un certain nombre de questions. On a établi un scénario, en quelque sorte, de ce forum avec une remontée d'informations, comme sur le précédent forum, et vous y répondrez quand vous le souhaitez, bien entendu. Il n'y a pas de formalisme dans les forums, c'est un peu la souplesse de ces forums de l'AMF, mais dans un premier temps, il y a un certain nombre de questions qui vont être posées par les coprésidents, entre autres, de ce forum. Si une loi ambitieuse est plus que jamais nécessaire, les maires développent depuis des années des actions de prévention dans le domaine de la perte d'autonomie afin d'accompagner le vieillissement à domicile, qu'il s'agisse d'adapter les logements des personnes âgées, de favoriser l'habitat inclusif, de développer les services d'aide et de soins à domicile, ou même de mener des actions de prévention des chutes qui représentent 10 000 morts et 130 000 hospitalisations par an. Ce sont ces actions-là, ce travail de fond, qui va s'agir donc de mettre en lumière avec ces maires qui travaillent au quotidien avec les personnes âgées. Les maires sont aussi gestionnaires d'établissements destinés aux personnes âgées, dont ils déplorent la situation financière de ces derniers, au coût élevé pour ces familles, charges financières pourtant inéluctables pour les personnes les plus dépendantes. Ce forum est coprésidé par Luc Carvounas, maire d'Arfortville, coprésident de la commission des affaires sociales de l'AMF, président de l'UNCAS, et Marilène Millet, maire de Saint-Génie-Laval. Ils sont là, à mes côtés. Et je précise tout de suite parce que je risque de l'oublier. Hein, on est, voilà, donc très bien. Et donc, je le précise immédiatement, Marilène Millet est salariée encore d'une EHPAD. D'un EHPAD. Voilà. Donc, d'un EHPAD. Voilà. Donc, vous parlez d'une situation que vous connaissez forcément bien et on va aller tout de suite sur le sujet. Outre les réponses apportées aux questions que pose ce débat parlementaire en cours, deux temps scanderont donc le forum, les EHPAD, un modèle à bout de souffle, on l'a appelé comme ça, Madame la Ministre, on va voir si vous validez en quelque sorte cette appellation, et accompagner le vieillissement à domicile, ça sera une deuxième partie. Merci d'être là, Aurore Berger. On va donc recueillir dans un premier temps tous les avis des intervenants. Mais il y a une tradition, c'est celle donc de la présentation du chapeau, en quelque sorte, des deux coprésidents. Avec vous, donc, Monsieur Carvounas, pour commencer, qu'est-ce que donc la ministre est là? Alors, normalement, là, on n'avait pas répété parce que, voilà, non, vous voyez une scénographie, vous venez dans le cercle lumineux et donc vous prenez le micro et on va faire un peu comme ça. Donc, en gros, qu'est-ce que vous attendez de ce forum, tout simplement, en tant que coprésident et donc avec vos responsabilités à l'AMF et bien sûr, président de l'UNCAS? Déjà, c'est de pouvoir débattre avec la ministre des Solidarités, puisque c'est vrai que depuis quelques jours, il y a une accélération et nous, les maires, nous sommes attentifs à ce que le gouvernement nous annonce, et notamment dans la feuille de route du 17 novembre dernier, la ministre Aurore Berger a annoncé qu'il y aurait une grande loi de programmation pour préparer cette société du bien vieillir. Alors c'est vrai, vous me l'avez dit, j'ai une double casquette, Association des maires de France et les CCAS de France, et vous le savez, cher collègue maire qui est ici dans cette salle, nous les collectivités, nous gérons 60% des résidences autonomes aujourd'hui en France et un peu moins de 10% des EHPAD publics. Et c'est vrai que nous rencontrons des difficultés, notamment quand on donne ce chiffre qui est assez effarant, hein, où 85% aujourd'hui des EHPAD sont en déficit. Et ce sont les collectivités qui viennent à la rescousse pour abonder les budgets en déficit. Et si je dis ça, c'est que dans les commissions départementales qui sont installées à la demande du gouvernement, au travers notamment des 100 millions d'euros qui ont été attribués aux EHPAD, répartis par département, les enveloppes, ces EHPAD qui sont renfloués par les collectivités n'apparaissent pas forcément dans le scope comme en difficulté. Et donc nous, aujourd'hui, on est en train de tirer un peu la sonnette d'alarme,
où les familles des résidents, pour 74% d'entre elles, n'arrivent pas à verser la mensualité. C'est pour ça qu'il y avait eu un débat que l'UNCAS avec l'AMF a aussi porté, notamment sur ce fameux reste à charge, qui peut varier entre 2 000 € à 2 800 € en moyenne selon la qualité de l'établissement. Il y avait eu un amendement de Christine Pérez-Beaune qui avait été admis en commission, mais je crois qu'il n'a pas été retenu ensuite dans les débats au Parlement. Donc voilà, un débat franc avec notre ministre pour pouvoir avancer. Nous, l'AMF, on a toujours participé aux travaux, notamment dans le cadre du CNR Bien Vieillir, comme l'UNCAS d'ailleurs. Nous sommes des associations d'élus locaux aux côtés de ceux qui décident, avec l'éclairage particulier qui est le nôtre, en étant enclin avec les territoires et leur reporting. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en vous remerciant. Juste une dernière petite question, si vous le voulez bien. Monsieur Carvounas, il y a une somme, une densité de rapports qui ont été déjà préparés. Il n'y a pas besoin d'en lancer un autre. Hein. Donc, globalement, donc, notamment le rapport Libaud qui chiffre, bien entendu, le fameux chiffre qui parcourt la sphère médiatique en ce moment, donc de 10 milliards d'euros pour atteindre cet objectif donc, à l'horizon 2030 d'une vraie loi de programmation qui donne effectivement des outils, en tout cas, aux acteurs. C'est vrai que beaucoup d'experts, de rapports, de parlementaires disent que pour aller dans cette société du bien vieillir, il faudra a priori au moins 10 milliards d'euros pour avancer de manière pluriannuelle. Dont acte, il n'y a pas d'argent magique, on en est tous conscients. Maintenant, il faut prendre conscience quand même que cette société du bien vieillir, elle nous tend les bras. On y va à grands pas. Et ce n'est pas que sous le spectre médico-social, je me plais à le rappeler. Évidemment, les EHPAD, c'est important. Évidemment, les résidences autonomes, c'est important. Mais aujourd'hui, quand on voit que la grande majorité de nos administrés veulent vieillir chez eux, il faut réinventer la ville. Il faut inventer une ville résiliente, une ville de résidence-service et construire du logement. C'est pas seulement poser un bloc avec des appartements, c'est de redessiner dans une densité harmonieuse tous les services, les commerces, les transports qui vont créer cette société du bien vieillir. Donc il y a beaucoup de sujets. Je pourrais en aborder tant d'autres, y compris la question des aidants, mais je vais me cantonner au thème du forum. Je cherche à savoir s'il y a d'autres micros. On ne l'a pas préparé dans la transition ou autre, Sarah. S'il n'y a que 2 micros, ça risque de poser... Parce que normalement, dans la scénographie, la coprésidente, bien entendu, est avec nous. Et donc voilà. Et donc, il est utile parfois... Ben voilà, merci beaucoup, madame, que vous soyez là. Et qu'il y a pléthore de micros maintenant. Gardez-le pour le public, parce que je suis convaincu qu'il y aura un membre ou un autre des questions. Marie-Hélène Mier, vous faites quoi, donc, dans cette EHPAD ? C'est important, quand même, de le préciser. Alors, madame la ministre, chers collègues, bonjour à tous. D'abord, je suis ravie de voir qu'il y a une assistance aussi nombreuse pour ce thème, comme pour le précédent. On voit aussi l'importance et l'actualité nous le montre aussi combien c'est important de parler de cette thématique. Alors, effectivement, j'ai souhaité garder une activité professionnelle minime, mais donc je suis responsable qualité et gestion de risque dans un établissement médico-social. C'est un programme. Est-ce que vous avez senti d'une certaine... C'est un peu comme être maire, la gestion de risque. Absolument. Je crois que tous ceux qui sont ici dans la salle la connaissent. Est-ce que vous avez senti effectivement un niveau de dégradation monter à l'intérieur de cette EHPAD qui est le vôtre? Secret professionnel, bien entendu, mais de l'intérieur, est-ce qu'on sent ces choses-là? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, il ne faut pas nier l'impact de la crise Covid, qui a été un vrai choc, et j'ai lu avec attention les propositions. Après, la crise d'un grand groupe que tout le monde connaît bien et qui a aussi peut-être jeté un discrédit sur les EHPAD. La majorité des EHPAD, je dirais que ce n'est pas ces grands groupes industriels. C'est des hommes et des femmes, surtout des femmes, qui ont souvent des petits salaires et qui s'investissent pleinement, mais qui ont envie de faire bien leur métier. Et pour faire bien leur métier, pour ne pas devenir maltraitants, des fois on parle de maltraitance institutionnelle, il faut aussi avoir des moyens. Et ce qu'on a constaté très concrètement dans l'EHPAD où je travaille, c'est des soucis pour recruter. Donc des recours à l'intérim de plus en plus importants. Qui dit intérim dit des coûts de plus en plus forts. Qui dit coûts de plus en plus forts dit effectivement ce que mon collègue Luc Carvounas a expliqué. 85% aujourd'hui des EHPAD sont en déficit. C'est un système qui a sa limite de fait, le renflouement comme ça permanent de déficits nombreux et divers.
Parce qu'Arvounas, on ne va pas tenir longtemps comme ça. Ça a ses limites, oui et non, parce que moi je le dis souvent, nous, notre modèle économique, c'est qu'on n'a pas le droit de baisser le rideau en fait. Et donc de toutes les façons, on continuera à accompagner nos administrés dans ces EHPAD, et ce sera au détriment d'autres choix. Voilà, c'est à un moment donné, nous sommes aussi là les maires pour accompagner nos administrés qui ont besoin d'être dans ce type d'équipement. Mais il faut de l'argent, je le dis. Par exemple, pour être concret, les 100 millions d'euros pour les EHPAD qui ont été délivrés par Madame la Ministre, pour mon département, le Val-de-Marne, c'est 1,3 million. Rien que mon EHPAD, j'ai un déficit de 300 000 euros. Donc évidemment, le compte n'y est pas. Mais c'est déjà un début. Et on ne va pas se plaindre de commencer les choses. Mais il faut aussi qu'on comprenne bien que, en fait, par tranche de 1000 habitants, on est en train, au moment où on se parle, on offre moins de lits pour des personnes de 75 ans et plus aujourd'hui qu'hier. Moins de lits. Alors qu'il y a une priorité de préparer cette société du bien vieillir. Voilà. Il y a moins de lits et en plus avec des disparités comme on a pu le constater ce matin lors de la présentation du baromètre qui sont... Baromètre 2 du baromètre qui était présenté par la mutuelle. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà. Voilà, pardon, par la mutuelle et co-présenté avec l'AMF, qui montre en fait qu'effectivement, il n'y a pas assez de lits et il y en a de moins en moins, mais aussi il y a une grande disparité suivant les départements, avec l'outre-mer notamment qui a un très très faible taux. Donc voilà, un maire ne baisse jamais les bras, il n'a pas le droit, d'une certaine manière, enfin certains sont... Bon, voilà. Et donc il y a des solutions, par exemple, vous avez mis en place une plateforme, c'est ça, destinée aux seniors pour faire remonter les demandes et donc trouver quand même des petites solutions. On agit. Voilà, alors c'est pas moi d'abord, je voudrais préciser. C'est pas vous, mais dans votre commune. Un maire, c'est plutôt un chef d'équipe et c'est en fait notre conseil des aînés. Alors j'ai pris leurs petits pins pour vendre leur action. En fait, on n'a qu'à céder. On n'a qu'à céder. Voilà. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a besoin de moyens. On dit souvent aussi que les maires, ils ont des idées et qui sont là aussi pour générer les idées, même si les idées ne suffisent pas. Et en fait, notre Conseil des aînés a souhaité en fait créer une plateforme intergénérationnelle qui met en lien des personnes avec des besoins, des personnes de plus de 65 ans, et des bénévoles pour rendre tout un tas de services. Ça peut être pour porter un livre, aller cueillir les cerises dans le jardin qui sont en trop. Et l'idée, au-delà du service, c'est surtout de créer du lien et finalement créer une société aussi plus solidaire. Moi, j'aime à penser que, effectivement, on parle du vieillissement, mais pour moi, le vieillissement, c'est pas une fatalité. On vieillit tous d'abord. C'est plutôt aussi une chance de se dire est-ce qu'on ne saisit pas aussi cette opportunité de recréer des liens entre nous et finalement de se dire que l'essentiel aussi, c'est d'être solidaires les uns avec les autres. Mais ça n'empêche pas aussi d'avoir des moyens pour travailler, hein, quand même. D'abord, à juste titre, Président Karounas, vous m'avez rappelé donc vous nous quittez à 16h30, je le dis quand même, hein, dès le début, parce qu'il y a des obligations donc de discussion parlementaire. Donc on va accélérer. Merci beaucoup à vous deux. On va accélérer sur le recueil des témoignages. Guy Pennec, venez me rejoindre sur cette scène. Merci bien sûr pour votre première intervention. Guy Pennec, vous êtes maire de Plourin, les Morlaix. On chamboule un petit peu hein, le questionnaire, etc. et tout. La ministre est là, je vous laisse parler. Pas besoin de vous poser une question, je sais que vous savez lui s'adresser directement à elle. Madame la ministre, ce sera un petit scoop. Je représente le collectif des maires en résistance, des EHPAD en résistance, qui s'appelle aujourd'hui les territoires grand âge en résistance. Nous avons étendu notre action à l'ensemble des intervenants du monde médico-social, y compris les privés non lucratifs, les foyers autonomie, les résidences. Vous connaissez ça très bien, parce que j'ai pu avoir l'occasion de constater que vous maîtrisez bien votre sujet. Je vous remets donc des pétitions, et ce n'est qu'un début. Ce ne sont pas des pétitions, ce sont des délibérations des conseils municipaux, des maires et des présidents des EHPAD, bretons, du 29, du 35, du 22, d'où le mouvement est parti, et du 56. Nous allons le 30 novembre, devant la préfecture de région de Rennes, faire un mouvement fort avec l'ensemble des intervenants qui interviennent sur le parcours du vieillissement, sur la prise en charge de la vieillesse. Alors, Plourin-les-Morlaix, c'est un témoignage. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un public aussi nombreux et en vos qualités et fonctions, mais j'apporte un témoignage d'une petite commune rurale, une petite commune laitière,
où depuis 40 ans, nous travaillons sur ce qu'on appelle aujourd'hui, avec des mots savants, l'inclusivité, tout simplement ce parcours du vieillissement. Et tout à l'heure, par rapport à ce que vous disiez, Luc et Madame, eh bien, si je vais parapher un tout petit peu Victor Hugo, vous le connaissez, si dans les yeux des jeunes on voit de l'audace et de la fougue, dans les yeux des anciens, on voit la lumière. Et la lumière, elle s'est éclairée lorsqu'une résistante de la Seconde Guerre mondiale, qui a 102 ans aujourd'hui, dans son fauteuil, me dit « Vous n'avez pas honte, Monsieur Pennec, de me traiter de la manière nous sommes battus contre les Allemands pour en arriver là ?» Et nous, lorsqu'on voit que les crédits non reconductibles qui font écho chez nous au CNR, aux vraies valeurs du CNR, du Conseil national de la résistance, ça nous interpelle. Et nous étions les uns et les autres dans le déni, à se demander comment nous en sommes arrivés dans cette situation sans s'en rendre compte, alors que depuis des années, nous avons travaillé sur ce parcours du vieillissement et nous avons apporté des solutions. Mais après moult audits, KPMG, TGS et autres, les autorités de tutelle auxquelles je me suis adressé, l'État en particulier, excusez-moi de parler comme ça, m'a snobé, a snobé mes collègues en nous faisant croire que nous étions à côté de nos pompes. Mais nous sommes en réalité des bons gestionnaires. Mais dans le cloisonnement, nous ne nous étions pas rendus compte que les uns et les autres, nous partagions exactement les mêmes problèmes. À partir de déficits à 6 chiffres, lorsque je me suis lancé à faire un redressement, à commencer à supprimer des postes avec une clé de 12 alors qu'il me faut une clé de 10 pour resserrer le boulon, eh bien, nous n'arrivions pas. Et nous avons commencé la perfusion à partir des budgets municipaux, en cachant, en baissant les loyers, ça dépend du portage immobilier bien sûr, et puis surtout, nous avons commencé à restreindre le niveau de qualité de nos prestations. Alors si c'est pour faire de la gestion, moi et mes collègues, nous avons dit stop, nous ne ferons plus de gestion, nous allons faire de l'humain et nous allons faire le vrai accompagnement que nos aînés méritent. De quelle manière, monsieur le maire? Comment vous avez fait? Alors, après avoir supprimé... Sans argent, donc, avec moins de ressources sans financières. Argent. Bah, par exemple, j'ai un vrai déficit, mais il va falloir parler de la vérité des chiffres un jour. J'ai baissé le loyer de 100 000 € par an. Mais ce sont des dépensements, ce sont des ersatz, c'est de l'homéopathie. J'ai commencé à supprimer les postes, et bien je les ai recréés maintenant. Je les ai recréés, mais l'insuffisance de financement, l'obligation de l'État en termes de financement sur la protection, sur les soins, sur la prévention, l'insuffisance aussi d'autres, mais qui reçoivent des subsides de l'État, des départements, sur la dépendance, qu'on nous conduise à augmenter indéfiniment le reste à charge des résidents. Or, particulièrement en ruralité, mais pas que en ruralité, dans les générations qui arrivent, eh bien, elles ne pourront pas assumer ce reste à charge. Voilà. Alors, c'est ce qui nous a fait nous mettre en colère. Nous grognons parce qu'au quotidien, les uns et les autres, nous sommes la première digue et la dernière digue républicaine entre le peuple et l'État, entre le peuple et vous. Et aujourd'hui, nous constatons que le pays se craque, il se fissure et que nous n'arrivons plus à colmater les brèches. Nous grognons, mais les grognards de Napoléon y suivaient, ils grognaient jusqu'au jour où la révolte va gronder pour du bon. Parce que nous n'en pouvons plus de rester dans ces situations. Très bien, merci d'avoir passé ce témoignage. En tout cas, Madame la ministre a de la lecture, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses amenés. Et puis, on va poursuivre pour explorer un peu ce qui fonctionne. J'ai un petit doute, Sarah, est-ce que Monsieur le Président du Conseil départemental de Essonne est là? Il est là. Je regardais là, très bien. Soyez le bienvenu, cher président. Prenez donc le micro. On bouscule là aussi un peu la hiérarchie de l'organisation et des interviews pour laisser le temps quand même à Aurore Berger de répondre. Face aux EHPAD, vous de votre côté, quel type de défis vous avez aujourd'hui à surmonter? Alors, les défis sont nombreux. D'abord, bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. C'est vrai que j'ai la chance en Essonne d'abord d'avoir une offre qui est structurée, d'être à la tête d'un établissement public multisite où nous sommes le premier établissement français
public avec 700 résidents. Alors c'est vrai que les défis sont nombreux. D'abord parce que la population est différente. On arrive en EHPAD de plus tardivement avec des pathologies qu'il faut prendre en charge. Et puis dans un environnement aujourd'hui où on sent très bien que les EHPAD ont, suite au scandale qui a été rappelé, ont un défi moral pour tout simplement restaurer l'image de ces établissements qui sont indispensables. Mais c'est vrai qu'en tant que président de département et financeur avec l'État des EHPAD, nous devons faire face à des besoins nouveaux qui ne sont pas uniquement quantitatifs, qui sont de voir comment on prend en charge de nouveaux besoins. Et on le fait, à mon sens, pas uniquement au travers des EHPAD, mais dans la gestion en amont, et notamment sur l'enjeu fondamental de société qui est le maintien à domicile. Très bien. Est-ce que la colère des maires remonte jusqu'au cabinet du président? Alors la Pas que le cabinet, je veux dire, le président. Non, mais la colère des maires, enfin, quand il y a marqué modèle à bout de souffle, je ne sais pas si c'est modèle à bout de souffle, c'est un modèle forcément à réinventer. On est face à un défi démographique qui est majeur. On ne s'en rend pas compte, on parle de la transition écologique tous les jours, mais la transition démographique, elle est aussi importante. Elle va venir très vite et elle va nous amener, les collectivités, à inventer de nouvelles solutions. Et moi, je crois fondamentalement au partenariat historique entre les départements et les communes, parce qu'on a cette chance d'avoir dans l'histoire des services publics et notamment des services à la population. On sait très bien que les communes développent aujourd'hui d'ores et déjà des services en direction de leurs personnes âgées, que les départements font leurs propres services. Et moi, je crois vraiment à la convergence de nos deux institutions pour apporter des solutions nouvelles. Dans mon département, par exemple, on a beaucoup de communes qui font le portage des repas à domicile, qui assurent un soutien quotidien. De mon côté, au département, on a la téléassistance gratuite. On développe pour le maintien à domicile, avec d'ailleurs la conférence des financeurs, on développe par exemple de l'équithérapie, de l'inclusion numérique pour permettre aux personnes de vivre seules chez elles. On développe d'autres services de soutien à domicile, notamment au travers des SAD. Et on a eu l'exigence dans le département d'avoir une offre équitable sur l'ensemble du territoire avec ce qu'on appelle des SAD pivots, 7 SAD qui ont le même niveau d'exigence, de travailler ces SAD avec les EHPAD. Voilà, c'est toute une logique territoriale qu'il faut réinventer avec la commune. Et on aura besoin de la commune. C'est plus autour, alors. C'est plus en périphérie des EHPAD qu'il faut travailler que sur le modèle EHPAD à proprement parler. Je veux dire, trouver des alternatives un peu préventives pour éviter... Non, mais on sait très bien la solution de l'EHPAD, on arrive à l'EHPAD de plus en plus tard et avec... des soins de plus en plus lourds à apporter en EHPAD. Là, c'est la question de la fin de vie qui est posée. Et en revanche, on doit construire, et moi je trouve que c'est un formidable chantier, qui est très compliqué évidemment, mais un formidable chantier qui est celui de répondre à l'aspiration de nos concitoyens de résider le plus longtemps possible chez eux. Et pour ça, il faut qu'on développe des services. Moi, je trouve qu'on peut s'appuyer quand même sur des professionnels d'une très grande qualité, qui sont parfois un peu épuisés, on les comprend, mais on a la capacité, si on fait preuve d'intelligence collective, d'intelligence territoriale, on a la capacité d'inventer quelque chose. C'est ce qu'on essaie de construire dans le département. Merci M. Durovier pour cette première intervention, bien entendu. Mais j'ai toujours à l'esprit... Allez-y, pardon, j'ai coupé les applaudissements, visiblement. Donc, ou pas, je ne voudrais pas. C'est tellement agréable d'en recevoir de temps en temps. Donc, voilà. Donc, je recueille comme ça 2-3 petites réactions encore. Vous reviendrez un peu plus tard. Jean-Pierre Rizot, là, hop, vous regardez... Ouais. Jean-Pierre Rizot, président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. Même question d'une grande simplicité pour moi cet après-midi. Vous avez la ministre, qu'est-ce que vous allez lui dire en 2 minutes? En 2 minutes. Oui, en plus. Je vais faire 2 heures, 2 jours peut-être. Merci beaucoup Stéphane. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci de votre invitation. Madame la Ministre, merci. Merci de recueillir l'avis par mon intermédiaire de 1500 directrices, directeurs d'EHPAD et de services à domicile et de résidence autonomie aujourd'hui. Sur la France entière, dire quelques mots. Nous avons fait une enquête nous aussi parce qu'il faut sonder ces adhérents et il faut savoir véritablement de quoi on parle. L'enquête que nous avons menée au mois de septembre montrait que 78% des établissements de notre réseau manquaient de personnel. 4 équivalents temps plein en moyenne par établissement. C'est beaucoup sur un taux d'encadrement qui est déjà faible dans notre pays et on voit ce que ça peut produire. C'est un premier chiffre. Deuxième chiffre, c'est de dire que la situation financière des EHPAD aujourd'hui est très compliquée dans notre réseau. 93% des établissements de chez nous seront en déficit en 2023 pour un montant moyen de 100 000 euros. Voilà. Alors c'est une moyenne. Et évidemment, la moyenne, elle cache des différences extrêmement fortes. Et vous l'avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure. Nous avons organisé le 4 octobre une mobilisation forte. Et monsieur le maire, vous étiez là et merci d'avoir été avec nous. Autour d'un slogan qui est « Les vieux méritent mieux ».
Oui, nous pensons, Madame la Ministre, et vous le savez, et vous avez commencé à y œuvrer activement, et je vais y revenir, qu'en effet, aujourd'hui, une politique publique autour de l'accompagnement de nos aînés est insuffisante. Insuffisante à domicile. Je laisserai évidemment les intervenants de la table ronde après y en parler largement, mais insuffisante en établissement. Il y a aujourd'hui des mesures d'urgence que vous avez prises pour partie. En effet, elles sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles ne régleront pas la situation de ces 93% d'établissements. Elles régleront la situation des établissements les plus en difficulté, et c'est heureux. Il y a aujourd'hui des moyens qui ont été alloués pour les établissements qui sont les plus en difficulté. Mais ça va être une petite quantité d'établissements, trop petite, Madame la Ministre, et en tous les cas, pour une durée qui sera trop courte. C'est la raison pour laquelle le travail que vous avez mené et que vous menez, que vous avez présenté vendredi et que les parlementaires traitent aujourd'hui est de nature à nous donner de l'ambition et des perspectives. Perspectives parce que c'est de nature à construire les conditions de la réussite de cette transformation. Je prendrai 3 exemples, puisque Stéphane m'a donné 2 minutes, ça va être très court. C'est déjà. La première, c'est la transformation du modèle des établissements. Oui, il faut transformer le modèle des établissements. Nos établissements, nos EHPAD doivent être plus soignants, mais pas que. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, ils doivent être pleins d'autres professionnels qui assurent du lien social, des activités de physique adaptée par exemple, mais tous les autres professionnels qui fabriquent des lieux de vie, parce que nos EHPAD sont d'abord des lieux de vie, où on reçoit du soin et pas le contraire. Deuxième élément, nos EHPAD doivent être plus ouverts parce qu'ils doivent être la terreau même de la citoyenneté et que cette citoyenneté doit s'exprimer dans l'établissement, en direct, en passant ou pas par des conseils de la vie sociale. Je suis tout à fait certain que l'expression directe et la citoyenneté directe elle doit s'opérer aussi de cette façon-là. La transformation des modèles doit se faire de cette manière-là pour avoir ces objectifs-là. La transformation des EHPAD passe aussi par la transformation de la gouvernance des établissements et des services. Il est extrêmement important que le SPDA aboutisse à des constructions fortes, robustes, et que ça permette d'avoir une transparence forte, là aussi. Parler de transparence, Monsieur le ministre de la Santé parlait de transparence tout à l'heure, il faut qu'il y ait une visibilité et une articulation entre les départements et les ARS. Et un dernier élément qui est un élément important, c'est la question des financements. Oui, il faut réformer durablement la tarification des EHPAD, comme il faut réformer durablement la tarification des services à domicile, comme il faut réformer durablement la tarification des résidences autonomie. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les résidences autonomie ne doivent pas être oubliées. Et pour assurer, et je conclue très vite, pour assurer 2 choses. D'abord, l'équilibre financier des établissements et services, parce que les établissements et services doivent vivre, et pour assurer la capacité de chacun à choisir le lieu où il va habiter. La question aujourd'hui du reste à charge est un sujet majeur et qu'il ne doit pas y avoir de ségrégation à cette question-là du reste à charge. J'y reviendrai peut-être si vous le permettez après. Bien sûr, Jean-Pierre Rizot. Dernière intervention, parce que Serge Hoareau, maire de Petite-Île, président de l'association des maires du département de la Réunion, a aussi une petite obligation à 16h30, mais ce n'est pas pour aller boire un café avec un copain, c'est une obligation très importante. Oui. Serge, voilà. Merci. La situation dans les Outre-mer aussi. Merci de m'inviter, Madame la Ministre, mes chers collègues élus, Monsieur le Président du Conseil départemental. D'abord, je dois vous dire que parler de la Réunion, parler des Outre-mer, forcément, c'est un honneur pour moi. Et concernant notre belle île, il faut savoir que nous avons une population qui vieillit très vite. Nous sommes aujourd'hui à 180 000 personnes ayant plus de 60 ans et nous serons 250 000 dans 10 ans. Donc ça veut dire que nous avons une évolution rapide et face à cette évolution rapide, aujourd'hui nous avons 4 projets d'appel à projet ARS Conseil départemental pour 500 lits. Et quand on dit qu'on est en appel à projet, ça veut dire que nous aurons livré dans 4 ans, 5 ans, 500 lits. Il faudrait accélérer bien évidemment ce dispositif, mais l'EHPAD n'est pas le seul moyen pour permettre à notre population de bien vieillir. Et en tant que maire, nous devons bien évidemment accompagner le vieillissement de notre population en termes d'aménagement de notre ville, de notre territoire, et puis aussi trouver des solutions innovantes, essayer d'apporter des solutions pour faire en sorte que ces personnes puissent continuer à bien vieillir chez elles, en adaptant leur logement, avec le soutien parfois du conseil départemental, avec les centres communaux d'action sociale qui interviennent aussi pour des petits travaux d'amélioration. Donc il y a plusieurs sujets et puis il faut qu'on pense à faire en sorte que tout en restant dans la cellule familiale, la personne âgée puisse avoir son autonomie, avoir aussi son petit logement. Quand on est en milieu pavillonnaire, ça suppose par exemple d'avoir un petit mobil-home dans le fond de la cour, comme on dit à La Réunion, pour aussi garder cette autonomie et cette indépendance, pouvoir recevoir qui on
on veut, même si on est chez ses enfants. Et puis, il y a tout ce dispositif de résidence autonomie, de résidence personnes âgées, qu'on développe aussi sur notre territoire. Mais nous partons tellement de très, très loin que nous courons derrière le temps. Et c'est vrai qu'en Outre-mer, souvent, on est dans des politiques de rattrapage. Et ces politiques de rattrapage, nous avons le besoin du soutien de l'État français et de notre ministre, bien évidemment. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des actions qui sont engagées, il y a des politiques volontaristes sur le territoire, mais face à l'évolution exponentielle, je crains que nous ne soyons pas au rendez-vous. 2034, c'est dans 10 ans, ce sera pour moi. Ouais. Dans 10 ans, c'est pour moi. Eh oui. J'aurai passé 60 ans. Bon, écoute, oui, bien sûr. Donc, très bien, Serge. C'est l'interview la plus courte de la plus notre courte, mais émission, c'est pour vous dire que nous sommes innovants et qu'il y a des possibilités, l'habitat inclusif, entre rester dans la famille, faire en sorte qu'on puisse accueillir nos aînés, essayer aussi de développer des services. On l'a dit avec le conseil départemental, l'a rappelé, le portage de repas à domicile, l'animation, parce que dans 10 ans, moi, je vais continuer à faire du sport, je l'espère. Donc, il faut avoir des nouveaux services qui vont se développer pour nos seniors, nos futurs seniors. Donc, il y a autour du vieillissement de la population peut-être une chance pour nos territoires. Et c'est cette chance-là aussi qu'il faut savoir la saisir. Merci à Serge Roao de t'être adapté. C'était très rapide. Hein, de t'être adapté effectivement au timing. Madame la ministre, donc, je vais vous inviter à venir répondre à toutes ces questions. Je n'ai pas besoin de vous en poser. Je vous laisse répondre. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les maires, les élus, monsieur le président du département, et très heureuse de vous retrouver sur un sujet qui est aussi important. Les premiers maires que j'ai rencontrés une fois nommés, c'était justement les maires du Finistère et des Côtes-d'Armor, issus de votre collectif, parce que c'était évidemment essentiel de pouvoir avoir un échange direct avec vous sur ces sujets-là. Et puis, je continue parce que, en effet, la situation, elle est difficile et douloureuse même dans beaucoup trop de nos territoires, si ce n'est la quasi-totalité aujourd'hui de nos territoires. Donc déjà, il faut savoir de quel sujet on parle pour essayer de le prendre à la racine et puis voir ensuite quelles sont les politiques publiques qu'on peut porter. Le premier point, il est indiscutable, c'est le défi démographique qui est devant nous. Mais je crois que pendant longtemps, on a eu une forme de déni. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le nomme. Il y a une forme de déni sans doute individuel à se voir vieillir, de déni collectif aussi, parce que c'est très brutal, c'est très violent de voir le vieillissement des gens qu'on aime. Et donc finalement, la société, elle ne s'est pas préparée à ça. Et aujourd'hui, elle n'est pas prête. On n'est collectivement pas prêt à affronter un vieillissement de la population qui veut dire que, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, en 2030, on aura un Français sur 3 qui aura plus de 60 ans. Et ce qui est très étonnant aussi, sans doute, en tout cas moi ça me frappe, en 10 ans, le discours il s'est complètement inversé. Il y a 10 ans, c'était d'abord un discours d'espérance, un discours positif, un discours d'opportunité, de chance, de se dire qu'on allait vivre plus longtemps, qu'on allait augmenter notre espérance de vie, qu'on allait donc aussi profiter de nos familles plus longtemps. Et puis ça s'est progressivement retourné et c'est devenu une contrainte, une angoisse pour beaucoup de nos familles. Comment on va faire face à notre propre vieillissement, à celui de nos parents, de nos grands-parents, et comment on va embarquer et préparer la société. Ça, c'est pour moi les différents éléments de constat. Et du coup, ça veut dire qu'on a pris du retard et que la société, elle ne s'est pas préparée à ça, et que les EHPAD, notamment dont vous parlez, les modèles économiques initiaux de ces EHPAD, quelle que soit d'ailleurs leur structuration juridique, qu'ils soient pilotés par des CCS, qu'ils soient publics, privés non lucratifs ou privés, ben en vérité, ce ne sont pas... Je ne dis pas que c'est pareil sur ce que ça veut dire, et je sais bien le modèle, notamment en Bretagne, mais en vérité, aucun d'entre eux ne s'est mieux ou moins bien préparé. Parce que finalement, on n'a pas repensé, en général, le modèle économique. C'est ça que je voulais dire, Madame la maire. Et c'est ça qu'on doit évidemment faire. C'est comment on repense le modèle économique. Ça doit devenir quoi demain? Et quand je dis demain, ce n'est pas après-demain, demain l'EHPAD. Et puis, quel est le parcours qu'on va proposer aux Français? Parce qu'on parle et on focalise énormément sur les EHPAD, je le comprends, mais c'est 700 000 Français aujourd'hui qui sont dans nos EHPAD. C'est 20 millions de personnes qui auront plus de 60 ans. Et donc ça veut dire que c'est tout ce parcours résidentiel qu'on doit être en capacité de proposer aux Français. Parce que quand on leur pose la question, la première volonté c'est quoi? C'est d'abord de vieillir chez soi, de vieillir à domicile. Donc ça veut dire deux choses. Un, anticiper, parce que c'est pas quand on aura une perte d'autonomie à 75, 80... Puis il n'y a pas forcément d'âge d'ailleurs, qu'on sera forcément en capacité d'y répondre. Donc, anticiper sur le logement.
C'est ce qu'on fait avec MaPrimeAdapt dès janvier 2024, notamment pour faciliter, encourager, soutenir, y compris financièrement les Français. On le fait au niveau de l'État et les départements souvent amplifient cet effort qui est réalisé par l'État. Et puis, c'est la question des professionnels. Parce que tout ce qu'on se dit, que ce soit sur le domicile, que ce soit sur tout l'habitat intermédiaire, vous l'avez bien décrit, c'est-à-dire l'accueil familial, l'habitat inclusif, les résidences seniors, les résidences autonomie, et ensuite sur l'EHPAD, en fait, tout ça, il y a une base commune, c'est la question des professionnels. Comment on fait en sorte pour que ceux qui aujourd'hui sont dans ces métiers aient envie d'y rester ? Parce que c'est quand même ça la première des conditions, c'est qu'ils ne partent pas de ces professions. Et comment on fait en sorte de continuer à recruter ? Parce qu'on voit bien l'effort qui doit être réalisé pour garantir et le maintien à domicile et toute cette dynamique intermédiaire et la question des EHPAD. Et donc, face à ça, on essaye d'apporter des réponses en posant à la fois des fondations et des briques qui doivent le compléter. Désolée, il faut quand même que je puisse finir. Largement. Voilà. Sûr, non, mais Donc, les fondations, c'est ce que j'ai pu annoncer, ce que la Première ministre a confirmé, qui était, je crois, très attendu, le fait de faire une loi de programmation sur ces questions-là. Une loi de programmation du grand âge pour donner enfin une véritable trajectoire. La trajectoire financière. Il y aura peut-être des désaccords d'ailleurs sur quels sont les leviers de financement, mais on sait tous qu'il n'y a pas d'autre choix que de trouver de nouvelles modalités de financement. Après, on aura le droit d'avoir du débat. Donc, quelle est la trajectoire financière dont on va se doter ? Quelle est la trajectoire aussi, encore une fois, sur le parcours que je décrivais, la question de la gouvernance ? Est-ce qu'on reste au périmètre qui existe aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit repenser ou pas des modèles, que ce soit sur le domicile, que ce soit ensuite sur nos établissements ? Est-ce qu'on doit impliquer différemment d'autres strates de collectivités locales ? Toutes ces questions, elles doivent évidemment être ouvertes, parce que si on enferme par principe, on n'aura pas un débat qui ira, à mon avis, au fond des choses. Et la question, encore une fois, du recrutement des professionnels. C'est pour ça qu'en parle de loi de programmation, on est en train de poser un protocole pluriannuel qui ne s'était jamais fait, avec les 3 plus grandes fédérations employeurs de nos EHPAD publics et privés, c'est-à-dire la FEAP, le CINERPA et la FHF. Les 3 ensemble pour garantir qu'on arrive à une trajectoire de 50 000 soignants supplémentaires. Donc ça, je crois que ça pose des fondations qui doivent pouvoir être solides pour dire, dans l'année qui vient, voilà tout ce qu'on doit réinventer de modèles, de parcours résidentiels, de modèles économiques de nos EHPAD. Voilà la trajectoire dont on va se doter pour que financièrement ce soit soutenable et atteignable, notamment évidemment dans tous nos territoires et pour nos collectivités. Et voilà aussi la trajectoire qu'on aura pour garantir la capacité à recruter, parce que si à la fin on ne sait pas recruter, qu'on ne sait pas recréer de la vocation, tout le reste ce seront des vœux pieux. Donc c'est vraiment comme ça qu'on doit réussir à réinventer nos modèles et à le faire là, parce qu'encore une fois, si on loupe l'opportunité qui est la nôtre dans l'année qui vient, je le dis en étant très sereine par rapport à ça, mais très déterminée, alors on risque de ne plus avoir le temps ensuite. Et puis évidemment, je le dis devant le président du département, ça ne se fera pas sans les départements, parce que c'est une compétence partagée. Vous le savez, il y a ce qu'on appelle les fonds de concours de la CNSA, ça peut paraître très barbare tous ces termes, mais à la fin, c'est la capacité qu'on a à venir financer, et l'engagement que j'ai pris vis-à-vis des départements, c'est de dire que pour toutes les nouvelles dépenses, et on sait qu'elles vont évidemment s'accroître, eh bien à 50%, c'est la première fois que l'État aura ce niveau d'engagement, à 50%, toutes les nouvelles dépenses seront prises en charge par l'État. Ce qui veut bien dire que nous serons des partenaires et des partenaires durables sur la question du bien vieillir. Donc rendez-vous en 2024, en quelque sorte, pour rendez-vous dès maintenant. Dès maintenant, parce que là, moi, on va cette donner semaine, des perspectives, c'est ça? Alors déjà, moi, à cette ces gens-là, semaine, je suis à l'Assemblée nationale. Ouais. J'y étais hier, j'y retourne demain sur la proposition de loi dite bien vieillir, qui pose des jalons qui sont intéressants, D'accord. des jalons sociétaux sur lesquels vous êtes interpellés. Le droit de visite, par exemple. Combien de Français ont souffert de ne pas pouvoir, pendant la crise Covid, pouvoir continuer à voir leurs parents, leurs grands-parents, par exemple, ou n'ont pas pu faire leur deuil parce que ces visites étaient empêchées. Donc ça, c'est par exemple dans la proposition de loi. Les circuits de maltraitance, je suis sûre que vous, en tant que maire, vous êtes régulièrement interpellés. Vous avez des cas individuels, ici au domicile, ici dans un établissement, et vous ne savez pas forcément quoi faire de ces signalements qui vous sont faits. Eh bien, on va créer des circuits de signalement qui permettent de mettre tout le monde autour de la table, les magistrats, les procureurs, policiers ou gendarmes, les élus locaux, pour garantir que ce soit possible. Ça, par exemple, ce sont des briques qu'on pose dans cette proposition de loi qui me paraît intéressant. Et
le rendez-vous qui est celui de la co-construction de cette loi de programmation. Moi, j'ai dit très clairement que cette loi de programmation, elle ne serait pas écrite, j'allais dire, comme d'habitude sur les projets de loi. J'étais parlementaire pendant 6 ans, donc je vois bien comment ça peut être fait. L'idée, c'est de se dire, on va mener les auditions ensemble, on va mener des déplacements ensemble, on va le faire avec l'ensemble des groupes représentés à l'Assemblée, au Sénat, et avec l'ensemble des associations d'élus. Donc évidemment l'AMF, évidemment l'ADF, la MRF, l'ensemble des associations d'élus, de manière à avoir un projet qui soit co-construit. La feuille de route est en train donc de s'écrire de ces rendez-vous. La feuille de route, avec, elle est écrite, elle est portée, elle a donc été révélée les rendez-vous sont pris, vendredi c'est ça, pour les uns et les autres, je suppose, avec Madame la Ministre. Bah. Pas encore, pas tout à fait, très bien. Juste sur le fameux 10 milliards, je veux dire, est-ce que c'est l'horizon indépassable? Est-ce que c'est vraiment le chiffre à partir duquel il faut travailler, ou est-ce que vous avez d'autres hypothèses? En vérité, les 10 milliards, ils sont déjà mis sur la table. Parce qu'entre 2022 et 2027, on aura augmenté de 30% les moyens de la branche autonomie, ce qui veut dire 10 milliards supplémentaires. Donc, ça, c'est un fait, c'est un chiffre. Il n'y a pas d'ambiguïté, ni sur nos intentions. C'est le président de la République, la Première ministre, ça a été redit. Et c'est d'ailleurs le cas en projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, ça veut dire qu'en 2027, par rapport à 2022, on aura fait plus 30%. Le sujet, c'est comment, encore une fois, quelle est la trajectoire? Comment vous les répartissez et quels sont les modèles? Parce que moi, j'entends les inquiétudes, évidemment, aujourd'hui des maires. Et je ne veux pas esquiver cette question. Il y a 2 sujets, et je conclurai là-dessus, sur la question des EHPAD. Il y a ceux qui sont en déficit conjoncturel et qui allaient très bien, en vérité, il y a encore quelques mois, mais qui ont pris le coup de l'inflation alimentaire, des prix de l'énergie, malgré le bouclier énergétique, l'augmentation des rémunérations des professionnels, qui était une nécessité, mais qui, du coup, évidemment, joue concrètement. Et donc, ces EHPAD, il faut qu'on puisse les soutenir. C'est pour ça qu'on a mis... Ils sont nombreux, visiblement, d'après les chiffres, en tout cas. On a 7500 EHPAD en France, et en effet, on en a pas mal sont en une situation écrasante très majorité qui sont en situation de déficit. Ce qu'il faut distinguer, c'est ceux qui sont en situation de déficit alors qu'il y a quelques mois, ils allaient très bien, mais qui, du fait de l'inflation, sont rentrés déficit. Et puis ceux qui, structurellement, en fait, correspondent plus aux attentes, à la demande aussi de bassin de vie, et qui, là, doivent être repensés. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une solution unique sur les territoires. Ça veut dire qu'on va devoir regarder, et c'est ce que j'ai demandé en lien avec les présidents de département, avec les ARS, et dans chacune des commissions départementales, il y a un représentant de l'AMF, un représentant de la MRF, pour garantir que ce travail soit fait en concertation. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites, j'engueulerai qui est de droit. Mais c'est l'instruction que j'ai écrite et que j'entends bien à ce qu'elle soit respectée. Il y a du monde anglais. Pour garantir, je sais faire. Donc il n'y a pas de problème, je ferai s'il y a besoin, parce qu'il faut qu'on sorte de la phase d'urgence et du rouge, les EHPAD qui, encore une fois, avaient des difficultés conjoncturelles et qui, là, à 20 ou 30 jours, ont plus de trésor, parce que c'est concrètement ces questions-là qui se posent. Et il faut aussi qu'on assume que certains doivent repenser leur modèle et qu'on les accompagne. Peut-être que certains vont se regrouper, peut-être que d'autres vont se mutualiser, peut-être que d'autres seront plus médicalisés, parce qu'il y aura la question des maladies neurodégénératives. Peut-être que d'autres vont se repenser, devenir des résidences autonomie. Bref, il n'y a pas une seule solution, parce que de toute façon, il n'y a pas une seule catégorie de personnes qui auront besoin de ce type de parcours. Donc c'est ça qu'on doit repenser ensemble. Nadine Pradier, que vous connaissez, a une question à vous poser en 30 secondes donc des employeurs, des particuliers employeurs. Bonjour à tous. Je suis Nadine Pradier et je suis présidente de la cohésion sociale et intergénérationnelle. Je représente aujourd'hui les particuliers employeurs à domicile ainsi que les salariés. Et je voulais juste vous poser une question, Madame la Ministre. Effectivement, la Première ministre vient de confirmer la loi de programmation du grand âge. Alors, est-ce qu'avec nos 1 million de particuliers employeurs et nos 550 000 salariés, on va en faire partie? Alors, vous engagez, hein? Oui, mais moi je m'engage parce que je crois encore une fois qu'on n'arrivera pas à relever le défi du vieillissement si on essaie d'opposer les modèles et si on dit un seul modèle qui doit prévaloir. Donc on va faire ensemble. D'accord. Voilà. Donc l'engagement, il est pris, il est public. Voilà. Parfait. La réponse est en claire. tout cas. Très bien, merci beaucoup. Mamie, alors on vous garde encore un petit peu, je regarde, hein, je respecte les engagements. Voilà, vous avez 4 minutes, c'est ça, à peu près? Mamie, en tant que coprésidente. Donc, oui, Madame la Ministre. Je voulais simplement revenir sur une phrase que vous avez dite quand vous parlez de regrouper et qui fait écho aussi à une des propositions de l'AMF qui est de défendre aussi les établissements de petite taille. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on gère mal un EHPAD. Effectivement, c'est peut-être plus compliqué au niveau budgétaire, mais par contre, c'est de la qualité aussi qu'on produit.
Et ça fait écho aussi au débat dans la salle précédente, en fait, où on a vu aussi que la réforme des hôpitaux et vouloir faire des grosses concentrations, ça a éloigné aussi les habitants des structures. Donc garder les petits établissements, je pense que c'est quand même important et que tout ne peut pas être mutualisé et regroupé. Et une question de Liane Lanier aussi, délégué général de Petit. Pardon. Si vous voulez. Je Comme veux vous juste voulez. rebondir, D'accord. parce que si Madame la maire me pose la question, c'est peut-être que j'ai pas été claire. Il y a plusieurs modèles, encore une fois. Et donc l'idée, c'est pas de dire en dessous de telle taille, vous n'avez pas vocation à continuer, ou comme au-dessus de telle taille, ça veut dire que vous allez bien. C'est pas vrai. Et donc, encore une fois, sur des EHPAD dont on sait que structurellement, ils rencontrent des difficultés, qu'ils n'arrivent plus à recruter, qu'ils n'arrivent pas à remplir, etc. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'avec eux et avec vous, il va falloir qu'on les repense. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont se repenser sur quel type de population on accueille ? Est-ce qu'ils vont se repenser parce qu'ils vont dire en fait, on va se mutualiser parce que c'est notre intérêt ? Est-ce qu'ils vont se repenser parce qu'ils vont se regrouper ? Est-ce qu'ils vont se repenser parce qu'ils vont peut-être se transformer carrément sur une résidence autonomie ? C'est ça qu'on doit faire. Ce qui est certain, c'est que si on reste à isopérimètre aujourd'hui, dans 6 mois, je vais avoir à nouveau des maires, des présidents d'établissements, des directeurs d'établissements qui vont venir frapper à la porte, frapper à celle de l'ARS, frapper à celle des présidents de département. Et ça, ce n'est pas une situation saine. C'est une situation qui crée de l'angoisse, qui empêche de recruter, qui crée de l'angoisse pour les familles. Donc c'est ça dont on doit sortir. On doit répondre aux enjeux de court terme, d'urgence, les accompagner et faire en sorte de lever les angoisses en termes de trésorerie, évidemment. Mais on doit surtout les accompagner sur un moyen long terme pour arriver à repenser les modèles et pour garantir que face aux défis qu'on a à relever, encore une fois, on ait tous les outils à notre disposition pour que ça puisse être le cas. Donc pas un modèle unique. Yann Liani, petit frère des pauvres, délégué général. Bonjour Madame la Ministre. Moi je vous souhaite vraiment sincèrement de réussir. Les engagements que vous avez pris vendredi dans la feuille de route, le début de la construction interministérielle sont une vraie progression. J'espère sincèrement qu'elle va être suivie des faits. C'est-à-dire que le comité, la logique interministérielle que vous appelez de vos voeux, on va la voir vraiment mise en œuvre. Vous l'avez vous-même dit, donc j'en suis très très heureux, les EHPAD c'est 700 000 personnes et potentiellement la population qui va vieillir c'est entre 17 et 20 millions de personnes. Et c'est là-dessus que, notamment cette semaine, au nom des petits frères des pauvres, j'ai pu vous dire combien on pouvait avoir une petite déception sur la question, notamment de la prise en compte de la question de l'isolement social. Et plus globalement, votre collègue au gouvernement, M. Rousseau, en parlait tout à l'heure, la question des politiques de prévention. On connaît aujourd'hui combien, en travaillant sur les questions, notamment d'isolement social, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux, mais plus globalement sur un environnement du bien vieillir qui ne soit pas qu'un slogan, du bien vieillir pour tous. On va pouvoir correspondre en fin de compte à ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire que l'EHPAD n'est pas forcément le futur désirable. Pour autant, on sait que beaucoup de nos concitoyens, pour notamment les maladies neurodégénératives qui vont les toucher, iront à l'EHPAD. Donc l'EHPAD, c'est une partie de la solution, mais on a vraiment, et moi je souhaite véritablement que cette question de la prise en compte globale de la problématique de vieillissement, que ça devienne vraiment une chance pour notre pays, puisse exister. Il y a beaucoup de monde à mettre en mouvement et je souhaite que vous puissiez avoir les moyens, l'ambition nécessaire pour pouvoir embarquer tout le monde. En tout cas, je pense que beaucoup de la société civile est aussi là, mais elle peut être lasse d'entendre toujours un certain nombre de promesses et de voir que les moyens ne suivent pas toujours. Donc on sera attentif et exigeant. Très bien. Je ne sais pas si ça appelle une réponse éventuellement de votre part. Mais Si, mais je pense que... Pardon, il y avait une question derrière. Je vais peut-être prendre les deux comme ça. Jean-Louis Evin, maire de la Roche-Jaudy et donc membre du collectif des EHPAD. Madame la ministre, on s'est rencontrés le 31 août. Je vais très vite parce que je sais que vous avez beaucoup d'obligations derrière. On s'est rencontrés le 31 août. Depuis, nous tous les maires là, de Bretagne, unis, on rencontre nos populations. Madame la ministre, je vais parodier un présentateur de télévision que vous ne connaissez peut-être pas, mais nos vieux ont peur. Nos vieux ont peur. Quand on les rencontre dans les supermarchés, ils nous disent « Vas-y Jean-Louis, vas-y Xavier, vas-y Annie, vas-y Guy, allez-y, défendez-nous. » Ils ont peur. Ils n'ont pas peur de mourir, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils ont peur de vieillir. Madame la ministre, le 31 août, vous nous avez fait 3 promesses. D'accord ? La première n'a pas été tenue sur le 22. On attend votre coup de gueule. On l'attend. Maintenant, Xavier a essayé d'avoir vos collaborateurs et tout. C'est vrai qu'on ne participe pas aux commissions départementales. Le reste non plus. Madame la ministre, nous avons des inquiétudes. Mesdames et messieurs les maires d'ici et d'ailleurs, rejoignez notre collectif. Nous estons en justice contre l'État pour simplement faire respecter nos droits, les droits de nos anciens.
Nos vieux ont peur. Devant nos monuments, nous sommes tous avec nos costumes noirs et nos discours, à pleurer ceux qui ont défendu la France ou qui ont donné leur vie. Ce sont leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces qu'on maltraite. La dignité de nos vieux est en jeu. Voilà. Et que ce soit du soin, d'ailleurs, voilà, on en a marre d'entendre. Malheureusement, les gouvernements se suivent et parfois se ressemblent. J'espère que vous ne serez pas dans ce cas-là. Pas de panique à bord, le bateau coule normalement. Voilà, rejoignez-nous et à force de tout donner au privé, on sera privé de tout. Nous combattons M. Ben Saïd, je donne son nom ici, pour des comités d'entraide parce que ça va mal à la maison. Il y a l'isolement, ça va mal dans les résidences autonomie, ça va mal dans les EHPAD. Madame la ministre, on attend de vous vraiment une action et pas une perfusion à coût de crédit non reconductible appelé CNR, comme le Conseil national de la résistance. Merci, madame. Merci, monsieur. Je sais évidemment les angoisses, encore une fois. C'est pas vrai que les promesses ne sont pas tenues. Déjà, j'ai annoncé un groupe de travail, un groupe de liaison avec les élus. C'est fait. Le maire de Ploua y est. C'est fait. On s'est vu hier, il pourra en témoigner, et je pense que c'est utile, parce que j'ai créé un groupe de travail avec des maires de tous les territoires, hexagonaux et ultramarins, de manière à faire en sorte d'avoir un échange direct sur tous les sujets, notamment sur tous les irritants du quotidien qui vous emmerdent. Voilà, désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu le cas. Et donc c'était la promesse que j'avais formulée, et ça a été nourri à la fois de maires qui m'ont interpellée directement, de maires que j'ai rencontrés sur le terrain. Et donc, il y a toutes les sensibilités politiques. Il y a les maires des plus petites communes, il y a des maires qui représentent des métropoles. Et je pense que ça viendra nourrir. En tout cas, c'était, je crois, un bon échange que nous avons eu. Et il faut qu'on continue. Ensuite, ces commissions, elles sont installées. Encore une fois, je vais donc pouvoir engueuler qui de droit pour évidemment que vous puissiez y être, mais j'ai besoin de le savoir, parce que si je ne le sais pas, je risque pas non plus de pouvoir agir là-dessus. Et après, encore une fois, je le sais bien, il y a ce que je disais, il y a la nécessité de l'urgence, et comment on répond à cette urgence pour très vite pouvoir soutenir, et soutenir financièrement, évidemment, notamment nos EHPAD et les services d'aide à domicile. Les deux, évidemment, sont à appréhender, et les deux vont de pair, et comment on va réussir ensemble à repenser les modèles. Parce qu'encore une fois, il faut qu'on ait à la fois quand même un minimum d'enthousiasme. Moi, il faut que je me lève en n'étant pas accablée chaque matin en disant que ça ne va pas bien se passer. Mon objectif, mon engagement, le fait qu'il y ait une loi de programmation, c'est qu'encore une fois, enfin, on se dote des moyens pour construire réellement une société du bien vieillir. Et qu'on le fasse ensemble. Encore une fois, on pourrait écrire un projet de loi en chambre, nous. C'est l'inverse de ce qu'on va faire. On va le faire encore une fois avec tous les groupes politiques représentés et à l'Assemblée et au Sénat, avec toutes les associations d'élus. Je crois que c'est plutôt une bonne manière de faire sur un sujet qui doit, je l'espère, nous rassembler, ce qui n'empêchera pas sans doute certains désaccords après ce que je disais sur les leviers de financement, mais qui est absolument essentiel. Et j'entends l'angoisse, j'entends la charge que ça peut représenter, mais je crois qu'il faut aussi qu'on assume collectivement de dire qu'une société qui vieillit, ce n'est pas une société qui décline, c'est aussi des opportunités pour notre société. Et en tout cas, moi, je veux marteler ce message-là. Parce que si on continue nous-mêmes à dire qu'une société qui vieillit est une société qui ne va pas bien, on crée nous-mêmes la difficulté. Non, c'est aussi une chance, c'est une opportunité. C'est des gens qui s'engagent. Vous êtes aussi la preuve vivante. Ce sont des élus locaux, ce sont des maires, ce sont des bénévoles associatifs, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des médecins. Bref, ce sont des hommes et des femmes qui sont au cœur de la société et qui entendent le rester. Et c'est comme ça qu'on doit, à mon avis, le travailler. C'est comme ça qu'on l'a présenté, notamment dans la feuille de route. On était un certain nombre de ministres. C'était important pour moi. C'est pas le seul ministère des Solidarités et des Familles qui est concerné. Et vendredi, on a parlé de quoi ? On a parlé de sport, on a parlé de culture, on a parlé de logement, on a parlé de mobilité, on a parlé de citoyenneté. En fait, tout ce qui constitue notre vie pour faire en sorte que le droit commun continue à prévaloir, quel que soit l'âge de la vie. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là, en tout cas, que moi, je m'inscris. Et je serai à disposition très sincère de tous les maires qui voudront se mettre dans cette dynamique. Ça n'empêchera pas des débats et parfois des désaccords ou des engueulades. Mais je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à avancer parce qu'on a un défi qui est magnifique à relever et j'espère bien le relever avec vous. Je vous remercie. Deux dernières petites réactions de M. Carmounas et M. Pennec. Non, très, très rapidement, je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur le délégué des petits fers d'impôts. Moi aussi, je vous crois sincère et volontariste. Et c'est vrai que parfois, on a un peu de mal à suivre, nous, les associations d'élus locaux. Il y a quelques mois à peine, c'était pas il y a un an, c'était au mois de janvier dernier, votre prédécesseur, Jean-Christophe Combes, disait devant le bureau national de l'UNICAS, il n'y aura pas de loi grand âge. Je l'avais dit à l'époque de manière un peu persifleuse, on est prêt à vous aider, monsieur le ministre. Et puis est arrivée cette loi au Parlement,
qui a été mise dans un frigo pendant quand même 8 mois, donc c'était pas symbole d'une grande priorité aux yeux du gouvernement. Et en plus, cette loi qui s'appelle la loi du grand âge, visiblement n'est pas la loi idoine, puisqu'il y a maintenant une loi de programmation qui est avancée avant l'été par la Première ministre. Donc tout ça fait que, quand on regarde en plus les budgets que vous avez votés, Madame la ministre, quand vous étiez députée, la 5e branche en 2022, c'était 35 milliards, en 2023, c'était 30 milliards, en 2024, c'est 39 milliards. Donc en termes là aussi de lisibilité, on a un petit peu de mal à suivre. Et puis, il y a de l'argent en fait. On a le droit aussi de comprendre qu'on s'est trompé dans des mesures qui ont été prises, comme celle de la suppression de la taxe d'habitation, quand on supprime le lien entre services publics et habitants, et l'État se fait lui-même les poches, chaque année, pour compenser les collectivités où personne n'est content, de 30 milliards d'euros par an. Il y a de l'argent. Ces 30 milliards d'euros, ils pourraient être affectés à la Société du bien vieillir. Voilà, je vous donne une option, Madame la ministre. Recréer l'impôt, c'est sûr que 760 € en moyenne fiscale par an, on aurait dit aux contribuables français qu'il y aurait un nouvel impôt sur la vie avec 2 ans de plus pour la retraite. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient accepté. Oui, juste, Madame la Ministre, si vous permettez, que le groupe ministériel travaille et que Xavier soit invité, c'est très bien. Mais les commissions départementales, lorsque vous êtes engagé le 31 août, eh bien, les maires, c'est-à-dire les gens qui sont sur le terrain, les élus qui sont sur le terrain, qui ont la main dans le moteur, ils n'y sont pas. Ce ne sont que, je vous l'avais dit à l'époque, la techno. Vous m'aviez demandé qu'est-ce que c'était la techno. Eh bien, ce sont les techniciens politiciens. S'il n'y a que les gens de l'assurance maladie, s'il n'y a que les gens, les services du département, s'il n'y a que l'URSSAF, s'il n'y a que l'ARS, eh bien, on n'arrivera à rien parce qu'on va prolonger le déni dans lequel nous étions. Voilà, je voulais juste vous le dire, préciser, comme Jean-Louis vous l'a évoqué. Rassurez-vous, le message est bien pris. Et après, je crois, vous savez très bien ce qu'on fait, parce que vous savez exactement pourquoi il y a une proposition de loi, exactement pourquoi il y a une loi de programmation. Et je crois que tout le monde attendait qu'il y ait une loi de programmation. Je ne dis pas qu'il fallait que tout le monde applaudisse, mais quand on obtient quelque chose qui était très attendu, je pense que c'est bien qu'on puisse se dire allons-y ensemble. Et je pense que créer parfois un peu d'esprit de compromis et de consensus ne fait de mal à personne. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et donc, on vous laisse repartir vers le Parlement pour reprendre cette discussion donc, sur le projet de loi. Merci à vous. Alors, je vais essayer donc de raccrocher en quelque sorte la suite de ce débat qui se poursuit malgré le départ, bien sûr, de Madame